France Culture, il est 17h, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Jules Verne, Madame de Lafayette, Apollinaire ou encore Molière, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, mais aussi des textes d'histoire ou de philosophie lus dans la voix de grands comédiens pour en français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le précieux concours des inspecteurs ou des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, un député à travers la Révolution et l'Empire, journal de François-Jérôme Riffard, Saint-Martin. Et dans une demi-heure, soyez nombreux à nous rejoindre pour la grande dictée de Rachid Santaki. Il sera, en tout cas de la partie, notre invité, le philosophe Charles Pépin, auteur de La Rencontre, publié à la mi-janvier chez Alary Éditions. Préparez vos stylos et laissez-vous guider. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. François-Jérôme Riffard de Saint-Martin est un témoin privilégié de la Révolution. Avocat, député, il nous raconte dans son journal une époque. Et c'est ce texte que nous allons écouter, puis commenter aujourd'hui. 1789-1794, le temps d'un quinquennat, l'exécution de Robespierre marque la fin d'une dynamique qui, en 5 ans seulement, a transformé une monarchie vieille de 800 ans en république révolutionnaire. On a parfois pensé que la Révolution était morte avec lui, mais le début et la fin de la Révolution française n'est au fond pas si facile à dater. Le célèbre historien François Furet faisait débuter le phénomène à la fin du règne de Louis XV, début d'un divorce des élites et de la monarchie. Et il clôt l'événement avec l'ouverture des années 1880, quand la République mettait en place un régime durable, s'appuyant sur les principes de 1789. Plus fréquemment, les historiens aujourd'hui lient la Révolution, le Consulat et l'Empire. Pour comprendre cela, il faut revenir au projet de 1789, construire un régime politique stable, tout nouveau, autour des principes affirmés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cette perspective, 1789-1794 marque une période où les grands principes sont affirmés et où la Révolution se radicalise. Comment, dès lors, terminer la Révolution, non pas la refermer comme une parenthèse, mais accomplir son projet initial? C'est ce que voulaient les constituants, c'est ce que voulait aussi Robespierre, c'est ce que Napoléon Bonaparte proclamait lui-même après son coup d'État. La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie, disait-il. Suivons maintenant les réflexions des 2 personnages que vous retrouverez dans ces textes. Le premier est Riffard Saint-Martin lui-même, avocat au Parlement de Toulouse avant la Révolution, homme de 1789, membre de l'Assemblée constituante, de la Convention, puis du Conseil des 500 sous le Directoire. Le second est son beau-frère, Louis Blachère, dont Riffard Saint-Martin cite quelques lettres dans son journal. Extrait maintenant du journal de Riffard Saint-Martin, et c'est Michel Escaut qui vous en fait la lecture en 2 temps. Le premier texte que vous allez entendre a été écrit au lendemain de la chute de Robespierre. « 15 Thermidor an 2 août 1794. L'affreuse tyrannie à laquelle toute la France fut livrée après les fatales journées des 31 mai et 2 juin 1793 m'obligea de déchirer et brûler les 4 feuilles de ce journal où j'avais noté mes opinions et mes pensées depuis le 22 septembre 1792, jour de mon entrée dans la Convention avec mon collègue Boissy d'Anglas. Un accident arrivé à notre chaise de poste, proche d'Auxerre, nous avait fait perdre un jour, ce qui nous priva d'assister à la séance où la royauté fut abolie. Dès les premiers jours, il m'avait été aisé de prévoir combien cette assemblée serait orageuse. J'écrivis alors à mon ami Debesse, médecin à Tournon. J'aperçois dans le lointain un grain qui nous présage de violentes tempêtes. Robespierre, Marat, Collot d'Herbois sont les coryphées du club des Jacobins, où l'on appelle liberté la licence la plus effrénée, égalité le nivellement des fortunes, etc. C'est un antre horrible. J'ai bien juré de ne plus y entrer.
La faction organisatrice qui prit le nom de Montagne et donna celui de fédéraliste, de Girondins, au parti vraiment patriote qu'elle traitait aussi d'aristocrate et de royaliste, fut d'abord très faible dans le sein de la Convention. Elle n'était presque composée que des députés de Paris, mais appuyée par le Conseil général de cette commune, chaque jour, son nombre s'accrut, et par suite, son audace. La mort de Louis XVI fut son ouvrage. Les montagnards crurent alors avoir grossi leur parti de tous les membres qui avaient voté dans leur sens. Quelques-uns par opinion, plusieurs par crainte et par faiblesse, intimidés par les vociférations et les menaces de cette populace qui entourait la salle et remplissait les tribunes. Ils ne tardèrent pas d'être détrompés, et alors ils ne virent de salut pour eux que dans l'anéantissement du parti de la Gironde. Cet attentat fut aussitôt résolu par les chefs de la faction, qui trouvèrent dans le Conseil général de la Commune de Paris, dans le directoire du département et parmi les présidents de section, des hommes bien disposés à les seconder. Un conciliabule présidé par le maire Pache fut tenu à la mairie. Là, l'égorgement des députés les plus marquants parmi les Girondins fut proposé et applaudi par tous les assistants. Un très petit nombre seulement de présidents de section eurent horreur d'un pareil complot, et c'est par eux que la Convention en fut instruite. Elle nomma aussitôt une commission de 12 membres, pris dans son sein pour vérifier les faits et faire son rapport. Cette commission réunit les pièces les plus positives du complot et de toutes ses circonstances, mais jamais elle ne put parvenir à se faire entendre à la tribune de la Convention. Les montagnards trouvaient toujours de nouveaux prétextes pour écarter le rapport dont Rabot-Saint-Étienne était chargé. Selon eux, cette conspiration était une pure chimère dont on voulait effrayer la Convention. Le ministre de l'Intérieur lui-même vint l'assurer qu'elle n'avait rien à craindre. « J'ai interrogé, disait-il, les sentiments secrets de chacun des membres de la commission des 12 en particulier, et je me suis imaginé qu'ils ont l'imagination exaspérée. Tous ont un grand courage, tous sont déterminés à périr pour sauver la République, mais tous m'ont paru dans des erreurs incompréhensibles. » C'était le 28 mai, 2 jours avant l'explosion du complot, que le ministre Garat tenait ce langage. Cette explosion fut accélérée sans doute par l'emprisonnement de Hébert, substitut du procureur de la commune, auteur de la feuille intitulée « Le Père Duchesne ». Cette mesure partielle qui donnait l'éveil aux conspirateurs en frappant un de leurs stipendiés était impolitique. Membre de la commission des 12, je m'y étais fortement opposé dans la séance où elle fut arrêtée, et ce fut ce qui, le 2 juin, sur la motion de Legendre de Paris, me fit accepter du décret d'arrestation motivé par l'emprisonnement de Hébert, quoique dans les feuilles de ce démagogue, ainsi que dans celles de Marat, j'eusse été signalé comme un des meneurs de la Gironde. Boyer-Fonfrède, autre membre de la commission, ne s'était pas trouvé à la séance où fut prise la mesure contre Hébert. Il fut aussi accepté du décret. Mais quelques jours après, les montagnards le firent arrêter sous d'autres prétextes, et il fut une des victimes qu'ils firent périr sous le fer du bourreau. Ce fut un grand malheur, sans doute, que cette victoire des montagnards. Elle donna naissance à la tyrannie la plus sanguinaire. Elle couvrit la France d'échafauds, où tombèrent les têtes des hommes les plus recommandables par leur talent et leur vertu patriotes et royalistes. Elle fit couler des flots de sang. Mais il faut bien avouer aussi que dès que la France tout entière ne se soulevait pas contre cet attentat envers la représentation nationale, c'eût été le comble du mal que les départements se fussent partagés entre les deux partis. La guerre civile, des déchirements affreux en auraient été la suite, et peut-être la prédiction de Lord Chatham se fût-elle vérifiée. On peut juger des malheurs qu'aurait produit une pareille lutte par ceux qu'ont occasionné les troubles de Lyon et cette guerre de la Vendée dont nous n'apercevons pas le terme. Mais ce qui doit rendre la montagne à jamais exécrable, c'est le caractère féroce de ses chefs. Ils étaient tels qu'il le fallait pour seconder les intentions de l'homme que la faveur populaire avait placé à leur tête. Robespierre, après avoir rivalisé de démagogie avec Marat, était devenu, à la mort de ce vilain monstre, l'idole de cette multitude dont il flattait les passions. Régnant en despote aux Jacobins et par eux sur tous les clubs dont la France était couverte, il ne vit rien d'impossible à son ambition. Et cet homme farouche et sanguinaire crut que pour fixer le trône de sa puissance, il fallait l'asseoir sur des monceaux de cadavres. Il mit, pour se servir des expressions de sa faction, la terreur à l'ordre du jour. Les échafauds furent partout dressés. Les actions, les paroles les plus innocentes furent transformées en crimes, et le sang le plus pur coula à flots, mêlé avec celui de quelques scélérats. Et maintenant, écoutons le second moment. Ce texte a été écrit en mars 1795, alors qu'on se demande si la Révolution n'est pas morte avec Robespierre. Nouvel extrait du journal de François-Jérôme Riffard Saint-Martin, lu par Michel Escaut.
Le 28 Ventose an 3, 18 mars 1795, Riffard Saint-Martin cite une lettre de son beau-frère Blachère, datée du 21 février 1795. Quoique nous ne nous entendions pas toujours depuis le 9 Thermidor, je pense bien que vous ne me prenez pas pour un terroriste. Vous me faites la grâce de croire que malgré mon silence depuis le 31 mai, j'ai su apprécier cette fameuse journée, réduire à sa juste valeur le mot fédéralisme, le patriotisme de Robespierre et des siens, etc., etc. Mais pourquoi ne sommes-nous pas d'accord, nous deux qui aimons la liberté pour elle-même, qui n'avons cessé de marcher sous sa bannière depuis le commencement de la Révolution, qui abhorrons le sang autant que la tyrannie? Vous avez été comprimé par une longue et cruelle oppression qui a menacé vos jours. Tout ce qu'il a partagé vous intéresse, quelles que soient ses opinions. Tout ce qui s'est laissé entraîner au système de ses auteurs vous est odieux, sans distinction. Moi aussi, j'ai été en danger dans la durée de ce système affreux, mais lorsque j'ai pu respirer, j'ai tâché de me défendre des préventions. J'ai distingué l'homme féroce empesté par la soif du sang et de l'or, de l'honnête homme que la violence de son caractère ou le défaut de lumière avait égaré, qui avec plus de zèle que de discernement, avait adopté tous les moyens qui lui étaient successivement offerts par les diverses factions qui avaient occupé la rue pour servir les libertés, mais dont les intentions m'étaient garanties par un attachement constant à sa cause, depuis les premiers combats qu'elle avait eu à soutenir. Ce dernier, et ceux qui lui ressemblent, m'ont paru mériter l'indulgence, même les complaisances de la patrie. J'ai été fâché qu'on les flétrit par la dénomination de terroriste, qui est devenue à présent un cri de proscription, comme celle d'aristocrate autrefois, et avec autant de justice. Et qui a donné le signal? Ce sont les proconsuls qui affligent les départements et dont l'arbitraire n'est pas moins odieux que celui de leurs prédécesseurs avant le 9 Thermidor. Ces proconsuls, dis-je, qui ont accueilli, favorisé tout ce que la République avait d'ennemis, qui en ont rempli toutes les places, qui ont éconduit, vexé le vrai patriote, qui ont aussi égaré l'opinion publique. En vérité, je crains que la mollesse soit aussi propre que les excès de Robespierre à nous préparer le sort de l'Angleterre après sa tourmente. Riffard Saint-Martin ajoute « Je commence à craindre que Blachère n'ait raison. Depuis quelques jours, on voit dans Paris beaucoup de gens distingués par un costume particulier. Ils se rassemblent au spectacle, aux promenades, dans les cafés. Le réveil du peuple est leur air favori. Ils le chantent ou fredonnent avec affection. L'air des Marseillais, si cher aux patriotes, cet air qui a électrisé le courage de nos guerriers et les a fait marcher à la victoire, leur est odieux. Ils vont jusqu'à insulter ceux qui le chantent, ce qui a déjà donné lieu à quelques querelles. Il nous arrive d'ailleurs, de toutes parts, des avis, des plaintes, qui confirment ce que m'écrit mon beau-frère. C'est dans les départements méridionaux que le mouvement réactionnaire se fait principalement sentir. Les patriotes les plus purs n'y sont point distingués, nous dit-on, des partisans de la terreur. On les confond tous sous le nom de queue de Robespierre. La Convention se trouve dans une position extrêmement délicate, au milieu de deux partis opposés qui se détestent, mais qui, également désireux de troubles, se réunissent d'efforts contre elle. Ces efforts à elle doivent tendre à comprimer l'un et l'autre. Hic labor, hoc opus. On a écouté le comédien Michel Escaut nous lire ces extraits du journal de François-Jérôme Riffard Saint-Martin, témoin de la Révolution française. Nous allons écouter maintenant l'analyse de l'inspecteur général de l'Éducation nationale, Jérôme Grondeux, analyse fine et précise de ce journal. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Car Riffard Saint-Martin est un témoin privilégié, peu connu, mais admirable de ce moment qu'est la Révolution française. Rapporté par l'historien Jacques-Olivier Boudon, le journal de Riffard Saint-Martin commence avec la mort de son père. Un livre de raisons où sont consignés événements patrimoniaux et familiaux. La Révolution le rend plus prolixe et le politique prend le pas sur les préoccupations personnelles. Dans les extraits que vous venez d'entendre, deux personnages occupent un rôle central. C'est Robespierre, tout d'abord, dont l'auteur juge l'action au lendemain de sa chute, et Napoléon Bonaparte, sur lequel il s'interroge au lendemain de son accession au pouvoir. À travers son regard, on apprend pas mal de choses sur les conséquences de la chute de l'un et la prise de pouvoir de l'autre, ou encore sur les luttes entre Girondins et Montagnards.
Ancien député de la Constituante, Riffard Saint-Martin n'avait pas pu être membre de l'Assemblée législative, élue en 1791, qui lui avait succédé. Il n'avait pas le droit de s'y représenter au nom du renouvellement intégral voulu par les constituants eux-mêmes. Mais il a été élu à la Convention et redevient donc en septembre 1792 représentant de la nation. Il évoque les circonstances assez rocambolesques, il faut le dire, qui l'ont empêché d'être présent le 21 septembre, jour où fut proclamée la République après la victoire de Valmy. Lors de son arrivée dans Paris, le 22 septembre, il semble moins enthousiaste. Alors pourquoi ? Paris est menacé par l'invasion étrangère. 2 événements commencent à diviser entre eux les partisans des grands changements de 1789. La journée du 10 août 1792 a mis à bas la monarchie, marginalisé les partisans de la monarchie constitutionnelle, version 1791, et surtout conduit à l'instauration d'un nouveau pouvoir communal parisien, émanation des sans-culottes. Les massacres de septembre, opérés au début du mois dans les prisons parisiennes, ont montré la puissance de cette nouvelle commune et installé un climat de peur dans la capitale. Riffard vient à Paris, seul, sans sa femme ni sa fille, et il n'écrit plus jusqu'à la chute de Robespierre. Quand il reprend la plume, le 2 août 1794, il revient sur les événements des 2 ans écoulés et met en avant 2 moments décisifs, le procès du roi et les journées des 31 mai et 2 juin 1793, qui ont vu l'exclusion des Girondins de la Convention. On sait que la Convention est divisée entre les Girondins d'une part et les Montagnards, qui tiennent, entre autres clubs, celui des Jacobins. Riffard Saint-Martin est proche des Girondins. Comme eux, il est partisan de la République, mais d'une République qu'il veut représentative. Il considère que la Convention doit être délibérée à l'abri de la pression des sans-culottes parisiens et de la Commune de Paris, car elle a la légitimité du suffrage universel, quand bien même l'abstention a été très majoritaire lors de son élection. Les Montagnards, quant à eux, considèrent que la Révolution ne peut être sauvée qu'en s'appuyant sur la Commune de Paris. Danton, Robespierre sont sur cette ligne. Craignant les insurrections, comme celle de Vendée, 1 an auparavant, ils bâtissent un régime d'exception, une république révolutionnaire qui met les libertés entre parenthèses. S'agit-il alors de canaliser la violence ? D'une réponse à la demande d'une autorité plus forte, d'une volonté de réduire à néant les ennemis de la République et de faire un peuple républicain ? Les motivations des Montagnards sont plurielles. Lors du procès du roi, en janvier 1793, Riffard Saint-Martin a fait connaître sa position. S'il le juge coupable de trahison, il estime que ce n'est pas le rôle de la Convention de s'ériger en tribunal. Un raisonnement légaliste. Il est pour l'appel au peuple, il n'a pas voté la mort de Louis XVI. Sa condamnation sans sursis, celle du roi donc, dans de telles conditions, va, selon notre auteur, fortifier l'emprise de la montagne sur l'ensemble de la Convention, où elle était minoritaire. Riffard Saint-Martin revient également sur la manière dont les Girondins ont été victimes de l'alliance entre la montagne et la Commune de Paris. Il a été membre de la commission des 12, qui enquêtait sur les menées anti-girondines de la Commune de Paris. Il s'y est montré plutôt prudent et a fait preuve d'un sens politique assez aigu en s'opposant à l'arrestation d'Hébert, grande figure des Cordeliers et fort populaire parmi les sans-culottes. Mesure impolitique, écrit-il. Son abstention dans cette affaire lui a valu de ne pas connaître le sort des autres membres de la commission après les journées des 31 mai et 2 juin 1793. Commission dissoute, mais aussi représentants des Girondins arrêtés. Riffard Saint-Martin voit la représentation nationale bafouée. Il revivra cette scène 6 ans plus tard, au 19 Brumaire. Quand son beau-frère Blachère lui écrit en 1795 « Vous avez été comprimé par une longue et cruelle oppression qui a menacé vos jours », il dit juste. Riffard Saint-Martin, après ce jour de juin 1793, fait partie du Marais, cette partie de la Convention qui n'était pas de la montagne. Il assista à la poursuite de la radicalisation du régime, aux luttes d'influence au sein de la montagne, durant toute cette phase de la Révolution que l'on connaît sous le nom de Terreur. Il ne participera d'ailleurs pas aux insurrections fédéralistes des partisans des Girondins, en province, qui suivirent la journée du 2 juin, craignant probablement, en patriote, comme il se nomme dans son journal, que la guerre civile ne fût fatale à la nation. Dès 1793-1794, Riffard Saint-Martin pense qu'il faut une autorité pour sauver la République et la patrie. Nous le verrons par la suite souhaiter un renforcement du pouvoir exécutif.
Cependant, son jugement sur Robespierre, là, est sans appel. Pour lui, l'aspiration de celui-ci au pouvoir absolu, à la tyrannie, est hors de doute. Le rôle de Robespierre dans l'élimination des Girondins, la manœuvre de la double élimination des exagérés, les hébertistes, et des indulgents, les dantonistes, en mars-avril 1794, la volonté aussi de rééquilibrer les rapports entre la Convention et la Commune de Paris, l'organisation de la fête de l'être suprême, tout cela ressemble à une marche vers le pouvoir suprême de la part de Robespierre. Riffard-Saint-Martin reprend en partie l'argument avancé par les montagnards qui orchestrèrent sa chute le 9 Thermidor. Un député à travers la Révolution et l'Empire, on poursuit notre analyse de ces extraits du journal de François-Jérôme Riffard-Saint-Martin. La Révolution française donc à l'honneur de En français dans le texte aujourd'hui. Indiscutablement, la chute de Robespierre va soulager Riffard-Saint-Martin. Son beau-frère, lui, voit poindre le risque d'une réaction emportant tous les acquis de la Révolution. Une réaction, le mot se rencontre dans son sens politique chez Mirabeau et Marat. Ces inquiétudes trouvent un écho chez Riffard-Saint-Martin qui voit à Paris l'émergence de la jeunesse réactionnaire des Muscadins. L'échange entre ces deux hommes, qui se respectent et s'apprécient, qui aiment la liberté pour elle-même, est brutalement interrompu en août 1797, quand Blachère, le beau-frère, est assassiné par une bande de brigands royalistes. Leur crainte était la même, celle d'une restauration royaliste issue d'une réaction violente ou de défaites extérieures, avec un prétendant au trône, le futur Louis XVIII, qui n'était alors pas prêt au compromis qu'il acceptera finalement en 1814. Riffard-Saint-Martin ne veut ni revivre la terreur, ni voir la monarchie revenir. À partir de 1795, il est conscient d'une nécessité, celle d'un renforcement du pouvoir exécutif pour solidifier la République. Sous le Directoire, il va se montrer sensible au succès du général Bonaparte et faire partie de ceux qui ont souhaité le coup d'État de Brumaire, de ceux qui ont cru qu'un régime représentatif stable et républicain pourrait naître avec le recours d'un sabre, celui de Bonaparte. Il va donc se rallier, en 1799, au plan de Sieyès. La démission des directeurs devait créer un vide de l'exécutif, les assemblées seraient transférées à Saint-Cloud, sous la garde du général Bonaparte, sous le prétexte de les protéger d'un complot jacobin. Les assemblées accepteraient alors de se dissoudre pour laisser place à une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Mais ce plan est un échec. Le coup d'État n'est plus un coup d'État parlementaire sous pression militaire, mais bien un coup d'État militaire tout court, comme une redite du 2 juin 1793. Écoutons maintenant ce troisième texte, lu par Michel Escaut, réaction à chaud de Riffard-Saint-Martin au coup d'État du général Bonaparte. Dans son journal, ce texte est daté des 18 et 19 Brumaire, des 9 et 10 novembre 1799 dans notre calendrier. Jours mémorables, seront-ils heureux pour la République ? Je n'en doutais pas en partant à Saint-Cloud. Mais la manière dont les choses s'y sont passées m'inspire quelques craintes. Nous voulions le mouvement, nous l'avons provoqué. Le salut de la République nous a paru exiger impérieusement un gouvernement plus vigoureux. Mais nous voulions que le changement dans la Constitution de l'an 4 fût l'ouvrage des législateurs, que médité, discuté, décrété par eux dans le calme et avec pleine liberté, il fut ensuite présenté à l'acceptation du peuple. Pouvons-nous espérer qu'il en soit ainsi, lorsque la représentation nationale a été opprimée, dissipée, dissoute par la force des baïonnettes et par les ordres du général chargé de veiller à sa sûreté? Tout cela peut avoir d'heureuses suites. Nous procurer un gouvernement tel que le désirent les vrais amis de la liberté. Mais pourquoi le commandement de la force armée, chargé de protéger la représentation nationale contre les attentats d'une faction désorganisatrice, s'est-il permis de la violer, de la dissoudre? Pourquoi employer les baïonnettes, lorsque pour comprimer, enchaîner la faction, le vœu bien prononcé de l'immense majorité des deux conseils suffisait? Pourquoi un très petit nombre de membres a-t-il usurpé ce qui n'appartenait qu'aux représentants régulièrement convoqués en assemblée? Ces premiers pas marqués par la violence sont bien faits pour inspirer des méfiances. J'en ai.
je l'avoue. J'appréhende qu'on ne veuille nous conduire à un but tout différent de celui auquel nous aspirons. Puissais-je me tromper ? Peut-être, dans la situation où nous nous trouvons, est-il nécessaire, pour consolider l'ouvrage de la Révolution, qu'un homme à grand talent s'investisse d'un pouvoir absolu. Peut-être Bonaparte, qui a acquis tant de gloire, est-il l'homme destiné par la Providence à vaincre ou comprimer tous nos ennemis du dedans et du dehors, et à devenir par là le vrai fondateur de notre République. Il faut, dit Machiavel, qu'un homme qui a assez de prudence pour fonder un État, assez de vertu pour le faire par un autre principe que celui de l'intérêt, uniquement par l'amour du bien public et sans avoir égard à ses héritiers, il faut, dis-je, qu'un tel homme tâche d'avoir l'autorité lui seul. Un prince, qui chercherait seulement la gloire du monde, dit encore cet auteur célèbre, devrait souhaiter d'être le maître d'un État corrompu, non pour achever de le ruiner entièrement, comme fit César, mais pour le réformer et le régler, comme fit Romulus. Le ciel même ne peut donner une plus belle occasion aux hommes d'acquérir de la gloire, et des hommes ne peuvent pas souhaiter un temps plus favorable pour se signaler. C'est dans cette heureuse position que le ciel semble avoir placé Bonaparte. Pourquoi il était important d'écouter ce dernier extrait ? Parce que ce texte nous dit à la fois l'accord profond de Riffard-Saint-Martin au projet de consolider la Révolution et son inquiétude. Il y développe longuement son regret que le changement souhaité n'ait pas pu s'exprimer. Mais il reste lucide et voit très clairement ce qui est en train de se jouer. Le général Bonaparte est devenu l'acteur essentiel du coup d'État, et c'est Machiavel que notre auteur mobilise pour lire la nouvelle situation et trouver de l'espoir malgré ses inquiétudes de parlementaire et d'homme de 1789, en esquissant un futur où la quête de gloire du prince et la réforme de l'État s'harmoniseraient et tourneraient en faveur du bien commun. Riffard-Saint-Martin mesurera par la suite la difficulté de concilier ces deux dimensions. La fidélité à 1789 est bien un trait dominant de la personnalité politique de Riffard-Saint-Martin. Et à partir de cela, la volonté de finir la Révolution. La terreur fut bien, à ses yeux, une tyrannie odieuse, mais elle a préservé l'unité de la France. La restauration royaliste est exclue, le 18 Brumaire est inquiétant pour la liberté de la représentation nationale, quand bien même il offre un indispensable renforcement du pouvoir exécutif. Contrairement à la proclamation de Napoléon Bonaparte, après le coup d'État du 18 Brumaire, la Révolution n'est donc pas finie en 1799. L'équilibre entre liberté et stabilité, comme entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif, reste une question structurante de la vie politique française, et ce bien après l'installation durable du régime républicain dans les années 1870 et 1880. La sensibilité de Riffard-Saint-Martin, ses interrogations, ses doutes, son passage peut-être d'une forme d'idéalisme girondin à un pragmatisme plus inquiet, parle à tous ceux qui se font des changements politiques une idée un peu trop simple, mais renvoie aussi dos à dos les naïfs et les cyniques. Voilà, c'était des extraits du journal de François-Jérôme Riffard-Saint-Martin, témoin privilégié de la Révolution française. Lecture signée du comédien Michel Escaut. Quant à l'analyse de ce texte, on la doit à l'inspecteur général de l'Éducation nationale, Jérôme Grondeux. Un grand merci à lui. Dans quelques minutes, on retrouve Rachid Santaki pour la dictée du samedi. Munissez-vous d'un papier et d'un stylo. On se retrouve dans quelques instants, juste après Wynton Marsalis.
Né à la Nouvelle-Orléans, le trompettiste Wynton Marsalis avec le Jazz at Lincoln Center Orchestra de New York, Deeper Than Dreams, extrait de ce nouvel album The Democracy, suite, le jazz est la métaphore parfaite de la démocratie, nous dit d'ailleurs Wynton Marsalis. On improvise ce qui est notre droit individuel, notre liberté, on swing, ce qui veut dire qu'on cherche le bien commun pour trouver l'équilibre, et on joue du blues, ce qui veut dire peu importe les problèmes, on restera toujours optimiste. Voilà le rapprochement que fait Wynton Marsalis. Bienvenue à tous sur France Culture. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Mettons que je dise, il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fusse. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je vais dire il fallu que je sois fus. C'est pas il fallu que je sois fus, c'est apprends d'abord la phrase avant de. Il fallait de que je sois fus. Il fallait que je enfant. fusse en forme, c'est une Mais concordance ça de se temps. dit pas dans la vie, je sais pas. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Pourquoi vous critiquez Monsieur? Et vous aurez reconnu François Bégodeau, Entre les murs, le film de Laurent Contet sorti en 2008, adaptation de son roman éponyme. Il est ici, François Bégodeau, professeur et doit donner cette magistrale leçon d'imparfait du subjonctif. Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes fort en imparfait du subjonctif? Bonne question. Et en imparfait de l'indicatif? Surtout en imparfait de Très bonne l'indicatif. question. Bonjour à notre invité Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et romancier avant d'être fort en tout, et notamment en subjonctif, et pas seulement. Votre nouvel essai s'appelle La rencontre, une philosophie. Il vient de paraître chez Alary Éditions, c'était à la mi-janvier. Cette rencontre avec l'orthographe, est-ce qu'elle a eu lieu dans votre vie? J'ai pas l'impression qu'elle ait eu lieu de façon très importante. C'est quelque chose qui m'a jamais semblé crucial, au sens où j'ai même trouvé parfois, même en tant que professeur, qu'il y avait des fautes d'orthographe intéressantes, belles même. Donc je suis pas d'ailleurs très bon en orthographe. J'ai souvent aimé en fait repérer du talent analytique chez des élèves qui faisaient des très grosses fautes d'accord ou d'orthographe. Bon, on va essayer de mesurer, de repérer votre talent à vous dans cette dictée choisie, sélectionnée pour vous par Rachid Santaki. Quel sera le texte, l'auteur que vous avez retenu pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais donc vous lire un extrait de l'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Voilà. L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Alors, comment ça va se passer? Charles Pépin, je vous redonne les règles pour vous et pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du poste sur France Culture ou via le Facebook en vidéo, le Facebook de France Culture. Voilà, pour regarder Rachid Santaki nous raconter, nous dicter ces mots de Flaubert. La première lecture, c'est pour vous mettre un peu le texte dans l'oreille. La seconde lecture, c'est pour noter. Là, il faut bien délier stylos et poignets. Et la troisième lecture, ce sera une lecture correction que nous ferons ensemble avec Rachid et vous. On commence avec vous, Rachid Santaki, cette première lecture, s'il vous plaît. Le soleil dardait d'aplomb en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en 2 sillons qui se déroulaient jusqu'au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, et l'ennui, vaguement répandu, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. À part quelques bourgeois, aux premières, c'étaient des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Point final. Est-ce que vous êtes prêt à écrire maintenant, Charles? Je suis prêt. Ouais, bon. Ouais, j'ai un stylo. Et une feuille, on n'écrit pas sur la table. Ouais. Très bien. Bon, bonne dictée à tous, c'est parti. Le soleil
Le soleil dardait d'aplomb, virgule. Dardait d'aplomb, virgule. Le soleil dardait d'aplomb, virgule. En faisant reluire les gabillots de fer. En faisant reluire les gabillots de fer. Autour des mâts, virgule. Autour des mâts, virgule. Je répète pour les plus jeunes. Le soleil dardait d'aplomb, virgule, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts, virgule. Les plaques du bastingage, les plaques du bastingage et la surface de l'eau, point virgule. Les plaques du bastingage et la surface de l'eau, point virgule. Elle se coupait à la proue, elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule. Elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule. Oui, monsieur Pépin? Non, juste un truc. En fait, si je fais une rature maintenant, parce que j'ai compris un truc, comment vous aurez la preuve que je l'ai fait maintenant et pas plus tard? Parce que vous êtes un homme honnête. C'est ça. Elle se coupait, je viens de comprendre. Elle se coupait à la proue en 2 sillons, d'accord? Qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. Donc je répète, elle se coupait à la proue en 2 sillons, virgule, qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. Et fin de la dictée pour les écoliers. Qui se déroulait jusqu'au bord des prairies. Point. À chaque détour de la rivière, virgule, à chaque détour de la rivière, virgule, on retrouvait le même rideau, de peuplier pâle. Point. Le même rideau de peuplier pâle. Point. La campagne était toute vide. Point. La campagne était toute vide. Point. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, virgule. Et l'ennui, virgule. Et l'ennui, virgule. Vaguement répandu, virgule. Vaguement répandu, virgule. Et l'ennui, virgule. Vaguement répandu, virgule. Semblait alanguir la marche du bateau. Je répète, et l'ennui, virgule, vaguement répandu, virgule, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. Point. Et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. Point.
Ça va, monsieur Pépin? Ouais, je suis bien. là. À part quelques bourgeois, virgule, à part quelques bourgeois, virgule, à part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, à part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, c'étaient des ouvriers, virgule, à part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, c'étaient des ouvriers, virgule, des gens de boutique, avec leurs femmes et leurs enfants. Point. Je répète cette dernière phrase. À part quelques bourgeois, virgule, aux premières, virgule, c'étaient des ouvriers, virgule, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Point final. Voilà pour la seconde lecture. Olivia. Notre cobaye, est-ce que ça va au niveau du temps aujourd'hui? Ouais, est-ce que ça vous avez besoin va, d'un peu plus de temps pour vous relire? Est-ce que... Moi, ça va, je suis dans le timing, là. Alors, l'éducation sentimentale, pendant que certains finissent de se relire, on peut quand même rappeler que ce roman de Flaubert de 1869, ce roman donc du 19e, est à la fois un roman d'apprentissage pour Frédéric Moreau et un grand roman d'amour quand même, hein, puisque notre Frédéric est un héros romantique. Il vient à ce moment-là de quitter Le Havre, il navigue vers Montreux. C'est un voyage sur la Seine un peu ennuyeux et on retrouve ces adjectifs, ces qualificatifs dans ce texte, dans cette campagne qu'il voit et qu'il juge vide et peu convaincante peut-être pour ses yeux, quand soudain, Charles Pépin, il va rencontrer Madame Arnoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase célèbre. Ce fut comme une apparition. Mais voilà, exactement. On y va pour la correction. Le soleil dardait d'aplomb. Alors, dardait, verbe du premier groupe. Comment l'avez-vous écrit, Charles Pépin? On est à quel temps, là? À l'imparfait. L'imparfait de quoi? Du subjonctif, comme disait tout à l'heure entre les murs. Pas du tout. Là, François Bégodeau. Non, c'est un imparfait classique, un imparfait normal. Donc, j'ai écrit D-A-R-D-A-I-T. Très bien. Très bien. Aplomb? D'aplomb, A-P-L-O-M-B. Très bien. Je vous laisse continuer, Rachid Santaki. En faisant reluire les gabillots de fer, comment avez-vous écrit gabillot, monsieur Pépin? Alors, d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai senti comme ça, G-A-B-I-2-L-O-T-S. Très bien. Et la définition, c'est une cheville de bois ou de métal servant à amarrer les manœuvres. D'accord. Donc, en faisant reluire les gabillots de fer autour des mâts. Donc, alors, les mâts des bateaux. Alors, j'ai écrit M-A-T-S, mais j'ai mis un accent circonflexe sur le A, sans être totalement sûr. Mais c'est juste, en tout cas. Ah, très bien. Coup de chance. Le chapeau, comme on disait. Exactement. Quand on était petit. Virgule, les plaques du bastingage. Bastingage, c'est ça que vous voulez? Ouais. Alors, bastingage, j'ai hésité. J'ai fait B-A-S-T-I-N-G-U-A-G-E. Et je suis pas sûr du U après le G. Donc normalement, on mettrait le U s'il y avait un E ou un I pour faire ce son G. Mais je sais pas, c'était visuel. Ouais. D'accord, bon, j'ai fait une faute. Donc j'entoure le U comme un prof. On raye le U, exactement. Oui, là, vous l'entourez en rouge. Sur ce bastingage. En vert, ça ira aussi. Ça, j'ai un rouge qui est là. Les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en 2 sillons. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qui vous a posé question? La proue, peut-être? P-R-O-U-E, ça m'a pas posé de question. En revanche, au début, comme je comprenais pas le sens au tout début, je pensais que ça pouvait être les plaques, donc j'avais mis elle se couper au pluriel. Après, j'ai compris que c'était la surface de l'eau qui se coupait, donc je l'ai rectifié au singulier. Exactement, et c'est ça. Singulier, L-E-2-L-E, se coupait, C-O-U-P-A-I-T. Si vous voulez, j'ai toujours eu une tendresse pour ceux qui avaient une difficulté avec l'orthographe, parce qu'il me semble que parfois, elle est liée à l'imagination. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose qui n'a pas vraiment de raison d'être, mais finalement, il y a des élèves qui ont plus d'imagination et qui font plus de fautes d'orthographe parce qu'ils s'en tiennent moins au réel évident. Et en ce sens, j'ai de la tendresse pour eux. Mais c'est vrai qu'il faut y aller parfois juste à l'intuition ou quand même tenter de retrouver le sens des phrases. Alors c'est pas évident quand il y a des mots qui nous échappent.
pour essayer de comprendre si on ne sait pas ce qu'est bastingage, si on ne sait pas exactement ce qu'est la proue du bateau et ce qui va se dérouler. Alors justement, le déroulé qui suit, avec quoi vous l'accordez ? Avec les 2 sillons, donc je l'ai mis au pluriel, qui se déroulaient A-I-E-N-T. C'est juste jusqu'au bord des prairies. C'était la fin de la dictée pour les écoliers. Bord au singulier. Hein. Oui. A-U, plus loin, B-O-R-D. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. Quelle difficulté, Rachid Santaki, éventuellement dans cette phrase ? Pas de difficulté particulière. Est-ce que l'accent circonflexe sur pâle est évident ? Non, enfin moi je l'ai mis, mais j'étais pas totalement sûr. J'ai eu un petit doute. Alors, un chapeau sur pâle. Voilà. Peuplier, P-E-U-P-L-I-E-R-S, pâle, P-A, accent circonflexe. Je me suis souvenu de la L-E-S. couverture d'un polar, je crois que ça s'appelait Les Renards Pâles. Et c'est ça, hein, et je me suis souvenu qu'il y avait l'accent. Alors, j'ai eu un petit doute. Voilà. C'est Rachid, l'auteur de polar, dans ce studio. Je ne sais pas si vous avez lu Les Renards Pâles, non ? Non, je n'ai pas écrit encore non plus de Renards Pâles. On en retrouvera peut-être une palitude dans votre prochain titre de roman. La campagne était toute vide. Alors ce toute, vous l'écrivez comment ? Est-ce que c'est un accord Est-ce que c'est un accord prononcé par Rachid ou est-ce que vous le féminisez ? Moi j'ai mis T-O-U-T-E. Très bien. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés. Alors qu'est-ce qui est arrêté ? Et comment l'écrivez-vous, Charles Pépin ? C'est les nuages blancs, donc ils sont au pluriel. Donc A, 2 R, E, accent circonflexe, T, E, accent aigu, S. Enfin, il me semble quand même que on pouvait douter de 2. Enfin, il y en a peut-être 2, D, E, U, X. Effectivement, j'ai pensé à ça lors de la lecture. Ouais. Moi, j'ai mis DE, mais je pense que les deux sont possibles. Et 2 DE, ouais. Il y avait dans le ciel 2 petits nuages blancs arrêtés et l'ennui vaguement répandu. L'accord se fait avec quoi pour répandu, selon vous ? Avec l'ennui. C'est l'ennui. Donc au singulier. Oui. Répandu, R-E, accent aigu, P-A-N-D-U. Semblait alanguir. On se continue dans cette phrase pas évidente. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés et l'ennui vaguement répandu semblait alanguir la marche du bateau. Haïté pour le verbe sembler. Quel est le sujet ? C'est l'ennui. Toujours. Ouais. Alanguir, comment l'écrivez-vous ? A-L-A-N-G-U-I-R. Et voilà, et là le U était carrément mérité. La marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore, peut-être surinsignifiant. Est-ce qu'une question s'est posée ? Non, mais en revanche, je suis surpris de alanguir. Je ne le voyais pas comme un verbe transitif comme ça. Pourquoi ? Je suis alangui, c'est un adjectif. S'alanguir, mais alanguir la marche du bateau. Ouais. C'est vrai qu'on emploie peu comme ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense qu'on l'utiliserait plus comme ça aujourd'hui. Et c'est souvent aussi employé comme un adjectif, cette idée d'être alangui dans ce sens. Et insignifiant, pour vous répondre, I-N-S-I-G-N-I-F-I-A-N-T. À part quelques bourgeois, voici vos bourgeois. Bourgeois, comment l'écrivez-vous ? B-O-U-R-G-E-O-I-S. Alors, il y a toujours un S. Quelques ? Q-U-E-L-Q-U-E-S. Vous êtes parti pour un sans faute, ça m'agace. Mais non, j'ai fait une faute tout à l'heure à Bastingage. Ah oui, c'est vrai, très bien. Oui. Olivia. Non, mais après, on est complexé, on n'ose plus. Alors, aux premières... C'est pas les premières classes ? Avec une majuscule. Vous l'avez écrit comme tel ? Non, j'ai pas mis de majuscule. Voilà. C'était les premières classes ? Effectivement, ce sont les premières classes. Et aux premières classes, du coup, on a une majuscule à première. Ah bon, je l'avais pas mise. Vous voyez, Olivia est rassurée. Oh, bon, je sais pas s'il faut compter ça pour une faute. C'est déjà bien d'avoir compris à quoi première était rattachée. C'est vous qui choisissez, c'est votre dictée, Charles Pépin. C'était des ouvriers. Ouh là là, attention. C'était. Alors ça, j'ai jamais su. Moi, j'ai toujours autorisé à mes élèves les 2 écritures, soit le singulier, soit le pluriel. Moi, je l'ai mis au singulier, là. Eh ben, c'était au pluriel. Mais je crois que la règle, c'est le pluriel, en fait, et qu'il y a un usage à accepter qui est le singulier aujourd'hui, c'est ça ? Alors, je vais lire la règle. Devant un substantif pluriel, on utilise généralement la forme plurielle, ce sont ou c'était. On trouve aussi parfois le singulier c'était ou c'était. Cette forme est tolérée, mais elle est considérée comme plus familière. Il est donc préférable de l'éviter dans les textes de style soutenu. D'accord. Donc c'est le cas, voilà. Donc j'ai une faute. Donc le substantif ici, c'est ouvrier. Ouais. C'est ouvrier, c'est des gens aussi, pour des gens de boutique qui arrivent après. Devant un substantif pluriel, on utilise plutôt la forme plurielle. Ce sont.
Ouais, ça marche peut-être pas mal avec ce son aussi. Hein. À part quelques bourgeois aux premières classes, ce sont des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Et sinon, ça aurait fait en plus familier, à part quelques bourgeois aux premières classes, c'est des ouvriers, des gens de boutique. Ce son, ça sonne pas si mal, non? Quand on repasse au présent. Charles Pépin. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, c'est plus joli, hein, je suis d'accord. C'était des ouvriers, donc avec un S au pluriel, des gens de boutique au singulier, avec leurs femmes et leurs enfants. Femmes, vous le mettez au pluriel ou c'est comme les parents, leurs parents? Moi, je l'ai mis au pluriel. Eh ben, c'est juste avec leurs femmes et leurs enfants, tout au pluriel. Voilà pour cette dictée. 2 fautes et demie pour vous, Charles Pépin, si j'ai bien noté. Alors cela dit, ça m'a rappelé quelque chose. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de rencontre très forte avec l'orthographe. En fait, j'étais un peu amnésique parce que finalement, de faire la dictée, là, ça m'a projeté, je sais pas, 40 ans ou 35 ans en arrière. Et ça m'a rappelé qu'en fait, j'avais des émotions fortes pendant les dictées. Un moment de concentration, et puis comme j'adore la langue française aussi parfois, de grande attention, quoi, voire d'émerveillement. Et finalement, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça m'a rappelé quelque chose d'assez fort, en fait. Plutôt de l'émerveillement que du stress, ça c'est... Non, pas du stress du tout. Ouais. Une sorte de tension positive, quoi. En fait, d'attention, je dirais. Stress, non. Pour vous, Charles Pépin, puisque vous signez un essai sur la rencontre, cette philosophie de la rencontre, est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de rencontres par ou dans les livres? Ah oui, bien sûr. Ouais. Je me souviens notamment de la rencontre avec Dumas, le comte de Monte Cristo, quand j'avais 12-13 ans. Et notamment une scène qui me revient dans une espèce de grotte avec du hashish, quelque chose qui me paraissait complètement onirique. Et puis j'ai eu des rencontres très fortes avec Camus, évidemment, avec des écrivains. Et Camus, vous le rencontrez à quel âge? Alors Camus, je l'ai rencontré en première. Ça passe par l'école, hein? Ouais, ça passe par l'école. Je l'ai étudié en français, je suis même tombé dessus à l'oral du bac français. Et j'ai eu un coup de foudre total pour l'étranger. Que je me suis mis à lire, relire. Je crois que j'ai dû le lire plus de 30 fois. Et c'est seulement au bout de la, 20e lecture, et je pense au bout de 20 ans, qu'en fait j'ai découvert que c'était, d'après une légende familiale, mon grand-père, qui est donc une partie de ma famille vient d'Oran, qui avait raconté à Camus dans le bar où ils avaient leurs habitudes, en fait le fait divers qui a inspiré l'étranger. Alors ensuite, je suis allé vérifier dans des livres sur les Français d'Algérie, et visiblement c'est véridique. Et donc c'est marrant parce que finalement, je rencontrais en fait ma propre histoire qui avait été en partie occultée, en tout cas qu'on m'avait jamais racontée, puisque moi je suis né à Paris, dans l'Ouest parisien, à Boulogne. J'ai grandi très loin de l'Algérie et de son soleil. Mais finalement, j'ai compris rétroactivement que si ce texte m'avait tant touché, parce qu'en fait, il me parlait d'une partie de mon histoire, quoi, que je connaissais pas. Vous nous racontez dans ce livre, Charles Pépin, comment la vraie rencontre nous modifie. Hein, c'est peut-être une de ses particularités. Est-ce que c'est cette nouvelle société du sans contact, la question est prévisible, mais qui vous a donné envie, vous, de réfléchir à cette idée de rencontre, ou est-ce que le projet était parti avant? Non, le projet était parti avant. En fait, ça fait des années que j'étais très surpris en étudiant tous les philosophes de l'altérité du XXe siècle, de cette espèce d'évitement du mot rencontre. Remplacé par quoi? Par exemple, pour Lévinas, il parle de responsabilité devant le visage de l'autre. Sartre parle d'intersubjectivité. Freud d'illusion de rencontre, au fond. Et il y avait un philosophe qui les a tous influencés, qui est Martin Buber, qui lui a clairement dit que la vraie vie est rencontre. Donc j'avais eu en fait depuis longtemps envie de revisiter toutes ces philosophies de l'altérité, de la responsabilité, de la morale, de l'intersubjectivité, en essayant de faire ressortir une sorte de non-dit, en fait, qui est que la vraie vie est rencontre, c'est-à-dire qu'au fond, on peut pas être humain sans rencontrer autre chose que soi. Et donc c'était bien avant la société du sans contact. C'est intéressant parce que ça veut dire que pour les philosophes qui vous rejoignent dans cet essai, la rencontre n'était pas un impensé, c'était un non-dit, comme vous dites. Elle était là, mais elle apparaissait toujours à la marge. Hein, exactement. Mais c'est juste le mot, en fait. Ouais. C'était pas un impensé, parce qu'évidemment ils en parlent tous, mais c'est un mot étrangement évité. On parle d'expérience de l'altérité dans un geste un peu néo-hegelien. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, il y a un mot du langage courant qui dit beaucoup plus simplement cette espèce de heurt. Finalement, on se retrouve en contact justement contre quelqu'un de différent. Et c'est cette expérience de l'altérité qui dérange. Et dans une époque comme aujourd'hui où on veut pas être dérangé, on veut être bien tranquillement installé dans son identité, voilà.
il m'avait semblé nécessaire de m'opposer à cette philosophie de l'identité pour dire que quand on rencontre autre chose que soi, on devient soi-même autre chose que ce qu'on était en fait. Et c'est pour ça qu'on parle peut-être souvent à tort d'ailleurs, ou pas forcément à juste titre, des bonnes ou des mauvaises rencontres, de celles qui nous grandissent en apparence, contrairement à celles qui nous heurtent, mais dans le mauvais sens ou dans le bon sens du terme, de celles qui nous blessent. Vous Bien rappelez sûr. et vous insistez sur le fait qu'il faut vraiment une part d'inattendu aussi pour que la rencontre fonctionne. Je pense que la rencontre n'est rencontre que de l'inattendu. C'est-à-dire que si vous rencontrez ce que vous attendiez, ça s'appelle pas une rencontre. Ça s'appelle une anticipation, une prévision, de la gestion, ou même une projection. Et à partir du moment où il y a un réel qui n'est pas conforme à l'attente, alors il y a rencontre. D'ailleurs, on peut faire un petit exercice mental. Imaginez que vous visualisiez quelqu'un que vous voulez rencontrer, avec des caractéristiques très précises, physiques, intellectuelles, sociales, etc. Et imaginez que la vie vous offre de rencontrer cette personne qui corresponde exactement, essayez de l'imaginer, point par point, à votre attente. Mais je crois qu'au fond, il n'y aurait pas de rencontre. Il y aurait quoi à la place ? Il y aurait la poursuite d'une existence qui n'est sans bifurcation. C'est-à-dire que la rencontre, c'est toujours l'accueil d'une surprise et à laquelle je fais une place, quoi. Et c'est un échange. Alors, c'est pas nécessairement un échange, Pour reprendre votre première question, moi, par exemple, j'ai beaucoup rencontré Emmanuel Carrère en lisant ses livres, et notamment Le Royaume, et puis d'autres, mais lui, il ne m'a pas rencontré. Je veux dire, il ne faut pas exiger de la rencontre une symétrie. C'est très intéressant d'assumer que les choses ne soient pas symétriques. Et d'ailleurs, je pense que très souvent, les gens s'interdisent une rencontre parce qu'ils voudraient une réciprocité. Par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui s'interdisent de rencontrer un professeur parce qu'ils se disent que pour le professeur, ils sont simplement 1 sur 30 ou sur 40. Et du coup, ils se coupent à l'expérience de la rencontre. Et je pense que dans la vie, il y a beaucoup de très belles choses qui sont asymétriques. Par exemple, dans la gratitude, vous pouvez dire merci à quelqu'un qui vous a fait un tout petit cadeau et vous lui dites un énorme merci. Ou alors, dans le pardon, vous pardonnez à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et il y a souvent de l'asymétrie. Et je crois que dans la rencontre, en fait, c'est pareil. C'est vraiment une question que je me suis posée en écrivant ce livre. J'ai failli en faire un chapitre. Est-ce que la rencontre doit être égalitaire ou symétrique pour être une vraie rencontre ? En fait, je crois pas. Il n'y a pas forcément cette idée qu'on ne reçoit rien si on ne donne rien. En tout cas, exactement. Ouais. Non, on peut recevoir beaucoup sans rien donner. On peut surtout donner beaucoup sans rien recevoir. Et c'est pas grave. Vous savez, tant qu'on se nourrit, on n'est pas obligé d'exiger une symétrie. Moi, je vous dis 1000 merci, Charles Pépin. Merci. C'est moi, merci beaucoup. Beaucoup de vous être prêté. Vous m'avez fait revivre cette expérience qui était en fait une expérience qui m'avait beaucoup plu par le passé, mais que j'avais oubliée. Ouais, c'est un plaisir en tout cas d'avoir pu partager ce moment-là avec vous et avec les auditeurs de France Culture. Rachid Santaki. Merci Olivia et merci Monsieur Pépin, merci aussi pour ces ondes, pour ce rayonnement. Ouais, c'est ça, émerveillement, voilà, qu'on a pu partager avec vous. Je rappelle donc que votre nouvel essai a paru le 16 janvier, c'est chez Alary Édition et il se nomme La rencontre, une philosophie. Merci beaucoup à vous Charles Pépin. Merci. Merci, bon week-end. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission en français dans le texte sur franceculture.fr. Émission préparée par Sandrine Chaperon et Jeanne Delecroix avec l'aide de Zora Vigné. À la vidéo aujourd'hui, Clément Daté. À la réalisation, Midia Portis-Guérin avec Nasser Moussaoui à la technique. Très belle fin de journée à tous sur France Culture. Je vous dis rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de la grande table entre architecture et urbanisme avec Jean-Michel Villemotte et Carlos Moreno.